Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la MIPE-MENETSI, la mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique qui traverse actuellement une crise pour laquelle nous sommes en train de faire ce focus afin que vous ayez une idée de ce qui se passe réellement. La MIPE-MENETSI compte environ 72 000 adhérents. Elle offre beaucoup de prestations. C'est d'ailleurs la seule mutuelle qui prend en charge les accidents. Et il se trouve que nous avons été saisis il y a 2 semaines par un groupe qui se nomme Sauvons la MIPE-MENETSI qui s'est plaint de la gestion actuelle et qui a dénoncé l'emprisonnement de M. Aloba, ex-DG de la MIPE-MENETSI. Donc, pour que vous sachiez ce qui se passe véritablement, nous rencontrons pour vous les différents acteurs pour vous présenter leur version des faits. Une chose est sûre, nous souhaitons que la paix revienne au sein de cette structure et nous vous reviendrons après les témoignages. Je suis Dr Babli, chef du service communication de la MIPE-MENETSI. Je suis enseignant-chercheur et donc mutualiste depuis 2014, alors que j'étais professeur de lycée. La MIPE-MENETSI est née avec de belles promesses, celle d'assurer aux enseignants une prise en charge sanitaire de qualité et un accès à la propriété immobilière. Elle est née en 2014 d'un point de vue administratif et juridique, mais dans son fonctionnement, c'est en 2015 que la MIPE-MENETSI a débuté les premières prestations avec le produit dénommé le régime de base, facturé à 5 000 francs le mois. La première mandature de 2014 à 2019 a été assurée en termes de président du conseil d'administration par M. Cissé Bakaba. À cette époque, M. Aloba, dont l'emprisonnement veut être perçu comme une action de la MIPE-MENETSI contre un individu qui aurait dénoncé des malversations, avait déjà légitimement manifesté le besoin de diriger la mutuelle. Mais l'opinion majoritaire qui s'est dégagée en avril 2014, lors de la mise sur les fonds baptismaux de la MIPE-MENETSI, c'était un consensus qu'il fallait créer autour de la candidature de M. Cissé Bakaba. C'est ce qui a été fait et qui a obligé toutes les autres candidatures à se retirer au profit de M. Cissé Bakaba. Pour autant, M. Aloba n'a pas ravalé son ambition légitime d'être PCA de la MIPE-MENETSI. En 2019, il fait partie du groupe d'administrateurs qui ont décidé de changer la gouvernance de la MIPE-MENETSI, mais lui-même s'est vite rendu compte, M. Aloba, que sa personne était problématique et qu'il fallait, pour arriver à leur fin, miser sur le cheval gagnant, le meilleur cheval. Il s'est trouvé qu'au sein de leur groupe, un administrateur transcende tous les clivages en la personne de M. Michael Boko. Michael Boko, donc, devient en 2019 le candidat du groupe auquel M. Aloba appartient pour changer la gouvernance au sein de la MIPE-MENETSI. Michael Boko remporte l'élection en avril 2019 et devient PCA. M. Aloba n'a toujours pas ravalé son ambition légitime d'être PCA. Les faits pour lesquels il est détenu le prouveront et le prouvent à suffisance. Michael Boko nommé élu PCA de la MIPE-MENETSI, en attendant un appel à candidature pour la fonction de directeur général, Michael Boko désigne M. Aloba, il le nomme comme directeur général intérimaire. Son intérim n'a pas été confirmé. En d'autres termes, il n'a pas été confirmé au poste de directeur général de la MIPE-MENETSI au terme de son intérim. Et cela consécutivement au conseil de l'administration de la MIPE-MENETSI qui s'est tenu en octobre 2020 à la mairie de Ouagadougou. C'est donc un conseil d'administration, c'est-à-dire l'ensemble des administrateurs, qui a jugé
insuffisant, le rendement ou la compétence de M. Alouba à assurer la fonction de directeur général. Un appel à candidature a donc été lancé pour qu'un professionnel en mutualité et technicien en la matière soit à ce poste de directeur général. Ainsi, au terme de cet appel à candidature, M. Dominique Kanga, qui totalisait plus de 15 années de fonction à la MUJEFSI, a raflé la mise et a été nommé directeur exécutif de la MPNSI en novembre 2020. Le PCA de la MPNSI, pour permettre à M. Alouba de conserver une stature ou une posture acquise à partir de sa fonction de directeur général par intérim, nommera ce dernier directeur du centre médical des enseignants de Yopougon, des enseignants de Côte d'Ivoire, si à Yopougon, Maroc, Carrefour dit Obama. En plus de cette fonction, le PCA Michael Bokon nommera M. Alouba Nchou Antoine. Il le nommera en qualité de conseiller spécial du PCA avec rang de vice-président. M. Alouba totalise donc 2 fonctions déjà. Celle de directeur du centre médical des enseignants de Yopougon, de Côte d'Ivoire, si à Yopougon, Maroc, Carrefour, Obama, et la fonction de conseiller spécial du PCA à la MPNSI avec rang de vice-président. Dans la foulée, M. Alouba est également nommé chargé de la lutte contre la fraude. Il totalise 3 fonctions. Curieusement, quand il perd ses fonctions, le directeur général par intérim, le directeur du centre médical des enseignants de Côte d'Ivoire, si à Yopougon, de conseil spécial du PCA, la MPNSI, et de chargé de la lutte contre la fraude, subitement et curieusement, M. Alouba découvre des malversations, des détournements qu'il impute à Michael Bokon. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas responsable. D'autant que les usages en matière de comptabilité à la MPNSI prescrivent, et c'est la pratique, qu'aucun décaissement n'est opéré sans l'autorisation du directeur général. Si donc malversation il y a, M. Alouba, à tous égards, en est complice ou en est co-auteur. Fort heureusement, de malversation, il n'y en a pas à la MPNSI, de détournement non plus. Ce que nous voulons faire observer, c'est que M. Alouba, non content d'avoir perdu tous ses privilèges, a décidé de pratiquer la politique de la terre brûlée. Si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Son mode opératoire a été dans un premier temps d'avancer masqué. En divulguant des documents de haute portée, de haute confidentialité, des pièces comptables mal montées, parce que pour la plupart des photocopies, qu'il a dans un premier temps fait parvenir au délégué de la MPNSI et il a été emprisonné. La MPNSI tient à affirmer ici qu'elle n'a pas commenté une décision de justice, elle n'a juste qu'à faire le constat de ce que un ancien administrateur a été emprisonné. Mais nous n'oublions pas un audit de l'Agence de régulation de la mutualité qui a massivement alimenté les débats sur la MPNSI, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse traditionnelle. De quoi s'agit-il? L'AMS, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a d'abord adressé un courrier
au président du conseil de la MIPNSI un courrier dont l'objet est clairement intitulé « Mission d'audit », dont la période a été clairement définie. Et la mission s'est ouverte. Avec comme premier bémol ou première remarque curieuse, pour un audit qui porte sur les finances, l'absence cruelle d'un cabinet d'experts comptables. Ça a été relevé par le directeur exécutif. Peut-être que cette remarque était pertinente et qu'elle justifie qu'à la fin de la mission, l'AIMS ne parle plus d'audit, mais parle plutôt de contrôle approfondi. Dès lors, nous sommes en droit de remettre en cause tout le travail réalisé par l'AIMS. Parce que la variation de terminologie est clairement sujette à interprétation conflictuelle. L'AIMS a adressé un courrier à la MIPNSI dont l'intitulé dit « Mission d'audit ». Comment se peut-il qu'une mission d'audit, à sa fin, se mue en contrôle approfondi? Ça nous dit la nuance ou la différence terminologique. Puis, cet audit n'a pas observé le protocole prescrit en matière d'audit. À savoir que le minimum après l'audit, c'est de faire des recommandations. Parce que l'idée ou l'objet n'est pas tant la sanction que l'aide pour accompagner la mutuelle qui a été auditée ou contrôlée. Première curiosité de cet exercice, donc, absence d'un cabinet d'experts comptables. Deuxième curiosité, absence de recommandations. Troisième curiosité, c'est qu'un audit ou un contrôle approfondi selon les humeurs ou les intentions passe directement à des sanctions, dont entre autres la mise sous contrôle des organes de la mutuelle. Et ce contrôle ou cet audit est assorti d'un plan de redressement méconnu par la structure auditée ou contrôlée. On ne remet pas à la structure auditée ou contrôlée le plan dit de redressement. Puis, la structure qui a audité s'autorise, au mépris des textes de la mutuelle, de désigner un directeur exécutif. Ça, nous étions en mars 2023, quand la notion de désignation d'un directeur est apparue dans leur courrier. En mai 2023, on passe de la désignation à la nomination du même directeur qu'on avait désigné. Toujours, ou beaucoup plus grave, au mépris des textes de la mutuelle. Je rappelle que la nomination du directeur de la mutuelle est une attribution statutaire exclusive au conseil d'administration. Seul le conseil d'administration de la MIPNSI nomme un directeur exécutif. Nulle autre entité n'y a droit. Nulle autre entité, fût-elle interne ou externe. Il est seul signataire sur le compte de la mutuelle. Seul signataire sur le compte de la mutuelle. Seul à autoriser ou à valider les chèques signés par lui-même. Seul à posséder le chéquier ou les chéquiers. Je rappelle que le directeur exécutif actuel de la MIPNSI, sur lequel je reviendrai sous peu, n'est même pas signataire des comptes qu'il alimente. Il est donc impensable et inacceptable. C'est une curiosité également qu'il faut relever. Monsieur Agré est l'acteur majeur de la belle lancée sur laquelle la MIPNSI se trouve. Une belle lancée dont l'AIMS n'a fait aucun cas de financier pour leur établissement. La MIPNSI donc
n'attend qu'un accompagnement. Je suis à l'état civil, M. Bakon Didja Ange Marciano. Je suis enseignant de formation et j'ai participé à la mise en place de cette structure dans laquelle j'ai fait mes preuves depuis 2014 jusqu'à ce jour. Il faut dire que je suis légaliste et c'est ce côté qui m'a permis de pouvoir m'opposer à tout ce qui est illégal. Lorsque M. Sissé Vakaba a terminé son mandat en 2015, en 2019, il a fallu qu'il y ait des élections. Et au cours de cette élection, M. Bokoboum Mikael avait gagné effectivement les élections. Malheureusement, pour lui, ses adversaires se sont opposés à sa prise de fonction en tant que président du conseil d'administration. Il s'en est engagé alors un bras de fer pour lequel nous avons tous lutté afin que M. Boko puisse être rétabli dans les faits. Il a été rétabli dans ses fonctions parce qu'il a été effectivement élu. Par contre, nous n'avons pas élu M. Boko pour voir tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la MPMDSI. Il était question qu'on vienne par rapport à une gestion transparente de notre outil à nous. Malheureusement, nous tombons dans une gestion très opaque qui a été révélée aujourd'hui. Nous avons commencé cette lutte il y a de cela 1 an. Et depuis juin 2022, lorsque M. Aloba Ncho Antoine, en tant qu'ancien directeur général de la MPMDSI et administrateur, avait fait la révélation du fait que M. Boko, dans le conseil d'administration de juin 2021, avait commis quelques impairs au niveau de la gestion. Il a été question qu'on puisse vérifier à ce monsieur la signature des chèques et intégrer de nouvelles personnes qui allaient signer en fait les chèques par rapport au décaissement. Il s'agissait de M. Aloba Ncho Antoine et de Mme Amani qui sont tous deux administrateurs. Malheureusement, cette décision n'a jamais été mise en application. Il va s'ensuivre donc un affrontement entre deux visions au niveau de la MPMDSI. La première vision, c'est celle des personnes qui voudraient qu'on ait une gestion transparente de la MPMDSI pour permettre aux enseignants de mieux se soigner. Et la seconde, c'est celle qui veut qu'elle puisse se réaliser pendant les 5 années du mandat de Boko. Dès lors, nous ne pouvons plus nous comprendre en ce moment. Il va s'en suivre beaucoup de choses. Sachez, chers collègues et chers camarades mutualistes, que hier, nous avons lutté pour qu'il y ait la vérité au niveau de la gestion. Mais je suis heureux aujourd'hui de constater que la structure la plus grande, la structure qui se charge de la régulation au niveau des mutuelles sociales, la IRMS, a fait un audit qui a prouvé effectivement qu'il y a un détournement de plusieurs milliards. Je suis le camarade Serge Clavec-Pla. J'ai été point focal de la mutuelle MPMDSI dans la Drena de Yamoussoukro, précisément au lycée Abdoulaye Diallo de Djekanou, pendant 4 ans. Il faut dire que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet qui est venu à partir d'un homme honnête et intègre, M. Aloba Ncho Antoine, qui nous a permis de savoir ce qui se passe réellement au sommet de notre mutuelle, la MPMDSI. Mais qui est M. Aloba Ncho Antoine dans le dispositif de la MPMDSI? Pourquoi on parle tant de lui? Il faut dire que M. Aloba Ncho Antoine est d'abord administrateur de notre mutuelle, la MPMDSI, avant d'être élu, comme d'être nommé directeur général par intérim en novembre 2019, d'où il a démissionné en octobre 2020. Mais quelles sont les raisons de sa démission? Les raisons de cette démission-là sont à la base de cette crise que nous vivons aujourd'hui au sommet de notre mutuelle. Il faut dire que lorsque M. Aloba venait à la tête de cette mutuelle-là, tout en vous épargnant tous les détails de sa vie privée, il faut dire que lorsque M. Aloba venait à la tête de notre mutuelle, la MPMDSI était en souffrance. Elle avait à son actif dans les caisses environ 32 millions avec un DAT de 43 millions environ. Et M. Aloba donc hérite du MPMDSI qui est agonisante et qui était presque en cessation de paiement. Alors M. Aloba prend sur lui de prendre des décisions vraiment salutaires afin que la mutuelle puisse renaître. Alors il prend certaines décisions qui lui permettent
de passer, en seulement 11 mois, de passer de 32 millions à plus d'1,5 milliard. Et donc, le DAT qu'il avait reçu à son arrivée de 43 millions, il fait passer ce DAT-là à 450 millions environ. Là où les experts en mutualité tels que M. Tapé-Gozé n'a pas pu vraiment redresser la mutuelle et il a laissé donc une caisse avec 32 millions seulement et un DAT de 43 millions, M. Aloba a permis à ces caisses-là de passer de 32 millions à plus d'1,5 milliard. Et le DAT de 43 millions est passé jusqu'à 400 millions au moment où il démissionnait. Il ne faut pas être un expert en mutualité pour comprendre qu'il y a eu là une rigueur dans la gestion. C'est ce qui a permis à M. Aloba de faire passer ces caisses-là de ce montant à un autre montant. Mais il faut comprendre que nous, les membres du collectif Sauvons notre MUPE-MENETRE, nous disons que suite à l'audit de l'AIRMS, nous avons lu ces audits-là. Et c'est ces audits-là sur lesquels nous nous appuyons pour faire certaines recherches sur ce que l'AIRMS a dénoncé. En l'occurrence, au cours de l'inauguration de notre hôpital, qui est la clinique des enseignants qui se trouve à Yopougon, Carrefour, Obama, le sieur Boko, qui est l'actuel PCA de la MUPE-MENETRE, a dit que ce bâtiment-là nous appartenait. Or, en réalité, ce bâtiment, il n'en est rien. Le bâtiment ne nous appartient pas. Le bâtiment appartient à un Nigérien. Et, puisque le bâtiment ne nous appartient pas, il y a un contrat de bail qui nous lie avec M. Issa Moudou, qui est le propriétaire de cet immeuble-là. Et non content de nous avoir menti, il nous surfacture encore la location de ce bâtiment-là. Sur le contrat de bail, il est stipulé que le loyer est de 800 000 francs par mois. Or, M. Boko et son conseil retirent 2 millions par mois des caisses comme loyer pour ce même bâtiment-là. Vous voyez, ce n'est pas juste. Et de fil en aiguille, nous faisons certaines recherches, certaines enquêtes, et nous découvrons que M. Tohou, le deuxième vice-président de la mutuelle, se serait fait construire un hôtel au niveau de Jacquesville. Et l'hôtel est là, ça existe bel et bien. L'hôtel se nomme Résidence Hôtel Silver Palace et ça se retrouve à Jacquesville. Les experts ayant évalué cela, l'évaluent à plus de 100 millions. Et M. Tohou a été nommément cité dans les rapports de l'audit de l'AIRMS. Il faut comprendre aussi que l'AIRMS aussi dénonçait un certain nombre de comportements tels que des retraits qui étaient effectués tout en ne respectant aucune procédure administrative légale de bonne gestion. Alors, au vu de tous ces éléments-là, M. Aloba n'étant pas content parce qu'il était, le PCA par intérim, était au courant de tous ces mouvements. Il a interpellé plusieurs fois le conseil d'administration sur le fait qu'il y avait des choses qui se passaient, des choses vraiment pas catholiques qui se passaient sur les comptes de la mutuelle. Mais les membres du conseil d'administration n'ont pas considéré ces dits-là. Donc, étant fatigué, étant las de cela, ne voulant pas prendre part à ces détournements, M. Aloba organise alors rend démission. M. Aloba rend démission du conseil en tant que directeur par intérim. Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours administrateur dans la MUPE-MENETRE parce que c'est conformément au texte. Donc M. Aloba lasse de tous ces détournements et il crie qu'il y a des détournements et personne ne veut faire quelque chose. Pour ne pas un jour être tenu complice pour cela, il organise, il rend d'abord démission. La lettre de démission est là. Il écrit d'abord au président du conseil d'administration pour dire que lui démissionne en tant que directeur par intérim. Alors, il organise une conférence de presse à l'hôtel Lorenzo le 22 juillet 2022 pour dire que, pour dénoncer même en gros tout ce qui se passe au sommet de la MUPE-MENETRE. Bonjour M. Kodjo. Bonjour Mme Balé. Nous voulons vous dire merci de nous avoir reçus ici à l'AIRMS
est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ce que c'est que l'AIRMS? Ok, merci pour la question. L'AIRMS, c'est l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. L'agence a été créée par décret en 2012. Le DG a été nommé en 2014 et de façon opérationnelle, nous fonctionnons depuis 2016. Okay. Voilà. Donc, c'est un établissement public national à caractère administratif. Voilà, un EPA. Donc, l'AIMS est un peu, à l'image de l'ARTCI, c'est l'autorité de régulation des mutuelles sociales. Donc, sa mission, c'est d'agréer les mutuelles sociales, de les immatriculer au registre national et de réaliser le suivi et le contrôle de ces mutuelles. Ok. Merci beaucoup. Actuellement, il y a une crise au sein de la Mutuelle. Voilà. Et nous avons écouté plusieurs acteurs qui revient que l'AIRMS aurait produit, ou du moins aurait réalisé un contrôle, un audit pour certains, un contrôle pour d'autres. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui a motivé ce contrôle? D'accord, ok. Il faut dire que l'AIRMS a une direction qui est la direction du suivi du contrôle, qui fait un planning annuel. Et le planning annuel permet de faire une mission de contrôle dans chaque mutuelle sociale. Et c'est dans le cadre de l'exécution du planning annuel que nous avons effectué la mission de contrôle de la MUPEMENET. Il faut dire que nous avons réalisé une première mission d'abord les 26 et 27 avril 2022. Okay. Voilà. Et pendant la mission, nous nous sommes rendus compte que les textes de l'UEMOA qui encadrent la gestion et le fonctionnement des mutuelles sociales n'étaient pas maîtrisés. Il y avait une organisation qui ne respectait pas ce que la réglementation de l'UEMOA dit. Donc, nous avons produit un rapport à Madame le directeur général et qui nous a demandé de faire une mission de contrôle approfondie au regard de tous les constats que nous avions faits lors de la première mission. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire une deuxième mission, c'est-à-dire un contrôle approfondi, pour regarder dans les détails ce qu'il en est. Il faut dire que la mutuelle sociale ne nous a pas fourni un certain nombre de documents. C'est-à-dire que parmi les obligations des mutuelles sociales, il y a le dépôt des documents de fin d'exercice, c'est-à-dire le rapport d'activité. Le rapport d'activité est composé du rapport moral et financier. Vous avez les états financiers produits selon le référentiel comptable des mutuelles sociales. Parce qu'à ce niveau-là, il faut dire que les mutuelles sociales ont un plan comptable spécifique, parce que ce sont des structures à but non lucratif. Le plan comptable est applicable depuis janvier 2014. Okay. Avant ce plan comptable-là, les mutuelles utilisaient le plan comptable 6 mois. Voilà, donc depuis 2014, il y a un plan comptable spécifique aux mutuelles, étant donné que ce sont des structures à but non lucratif. Voilà, comme par exemple le plan comptable dont j'ai parlé, il n'était pas utilisé. C'était le plan comptable 6 mois qui était utilisé au niveau de la mutuelle sociale. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez le règlement, vous avez un règlement d'exécution qui est le règlement d'exécution 04. Voilà. Lui, il donne en son article 35 les éléments sur lesquels l'autorité de régulation peut faire son contrôle. Vous avez par exemple la vérification de la conformité de l'activité à l'objet social de la structure. C'est-à-dire que les mutuelles sociales, son objet principal, c'est de faire la santé. Donc, quand on part faire une mission de contrôle, on vérifie si effectivement la mutuelle fait la santé. Quand elle vient, quand une mutuelle sociale vient pour la demande d'immatriculation, il y a déjà un premier contrôle fait. Mais l'UEMOA nous demande chaque année de vérifier si la mutuelle continue
la santé. Parce qu'on peut faire au départ la santé et finir par faire autre chose. Voilà, donc nous on contrôle chaque année que l'objet est respecté. Vous avez le fonctionnement des organes qu'on doit contrôler, l'équilibre financier, la production de l'état financier. Vous avez le niveau des réserves. Voilà, s'agissant des réserves, il y a des normes qui sont appliquées des réserves. Dans le domaine des choses sociales, on ne parle pas de bénéfices, on parle de résultats excédentaires. Je ne sais pas à but pratique. Donc, lui, moi, demande que 20 à 50% du résultat excédentaire soit affecté en réserve. Ça, c'est obligatoire. Donc, nous faisons le contrôle, nous vérifions que les réserves sont constituées. Pour la constitution des réserves, ce sont les décisions qui sont prises en assemblée générale. C'est-à-dire que lui, moi, donné un éventail, c'est-à-dire 20-50%. Mais au moment de l'assemblée générale, c'est ensemble que on décide du niveau. On peut dire 20%, on peut dire 30%, on peut dire 40%, mais ça va se faire. Voilà. Donc, lors de nos contrôles, quand par exemple nous savons le PV de l'assemblée générale, on vérifie qu'effectivement, il y a une décision qui a été prise pour l'affectation de l'équipement. Et on voit le tout, on permet de vérifier ces éléments qui sont faits. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça que je ne vais pas citer que l'agence de régulation vérifie. Voilà. Donc, c'est en respectant ces procédures-là que nous avons effectué le contrôle de la MIPEMENET. Voilà, c'est ce que je peux dire. Monsieur Kodjo, peut-on avoir un ou deux exemples d'irrégularités constatées au cours de votre contrôle? Voilà. Donc, dans le cadre de notre mission de contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'irrégularités. Déjà, vous avez un centre médical. Un centre médical des enseignants qui est à Yopougon. Voilà. Le centre a été inauguré comme étant la propriété de la MIPEMENET. Voilà. Au cours de notre mission de contrôle, nous nous sommes rendus compte que il y a un contrat de location. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui avait un bâtiment qui était inachevé. Et les dirigeants de la MIPEMENET ont achevé le bâtiment. Ils ont acheté du matériel médical, ils ont équipé le bâtiment. Et ils payent des loyers aux propriétaires. Nous avons demandé s'il y avait un contrat en dehors du contrat de location avec le propriétaire, étant donné que les investissements étaient élevés. On n'a pas pu avoir le document qui montre le contrat qu'il y a entre le propriétaire et la mutuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que le bâtiment n'appartient pas à la mutuelle sociale. On a un deuxième exemple. Vous avez un centre médical qui est en train d'être construit à Bengo. Voilà. Donc, ça fait un moment que les travaux ont débuté. Nous avons demandé le nom du prestataire qui est chargé de réaliser les travaux. Nous n'avons pas eu de document. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun prestataire qui est identifié. On a demandé quel était l'état d'avancement des travaux. On n'a pas pu avoir le document. On ne sait pas quand est-ce que le centre sera livré. On n'a rien pu avoir dessus. Pourtant, nous, dans les comptes, nous avons pu retracer qu'il y a eu des sorties d'argent pour la construction de ce centre. Voilà. Mais aucun prestataire identifié. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Enfin, si. C'est-à-dire il y a des sorties d'argent, mais qui ne vont pas vers un prestataire qui est chargé de construire. Voilà. C'est-à-dire qu'un membre du conseil d'administration peut prendre de l'argent pour les travaux du centre médical d'Abengo directement. Mais il n'y a pas de prestataire identifié en tant que société. Donc c'est un maçon qui construit. Bon. D'accord. Et quand vous avez fait votre contrôle, quelles sont les principales conclusions? Bon, nous nous sommes rendus compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les textes de lui ne manquent pas maîtrisés. Voilà. Par les gestionnaires. Par les gestionnaires. Vous avez des indicateurs prudentiels, ce sont des ratios sur lesquels on se base pour dire si la mutuelle est bien gérée ou pas. Voilà. Nous avons calculé ces indicateurs-là et nous nous sommes rendus compte que
il y a beaucoup d'insuffisances dans la gestion de la structure. Donc nous avons pris les décisions. La prise de décision est également encadrée. C'est-à-dire qu'il y a des textes de mieux moi qui disent exactement quelles sont les sanctions que l'autorité de régulation peut prendre et dans quel cas. Mieux moi à spécifier les types d'infractions. En fonction des types d'infractions, il y a des sanctions qui vont avec. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que l'agence de régulation a pris des mesures conservatoires en rencontre de la MIPEMENET. Et combien de mesures? Vous avez 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a la mise sous surveillance des organes de gestion. Et puis, la deuxième mesure, c'était de mettre en place un plan de redressement. La mise sous surveillance, elle se matérialise par quoi, concrètement? Voilà. En fait, déjà comme on a constaté une mauvaise gestion, donc la mise sous surveillance signifie que désormais, les dirigeants de la mutuelle ne peuvent plus prendre des décisions sans l'agence de régulation. C'est-à-dire que l'agence de régulation doit avoir son œil sur toutes les décisions qui sont prises par les dirigeants de la mutuelle. Voilà. Donc, ça, c'est la mise sous surveillance. Maintenant, le plan de redressement, c'est quelles sont les mesures à appliquer désormais jusqu'à ce que la situation de la mutuelle soit réglée. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, comme j'ai dit que les textes sont méconnus, c'est-à-dire réviser les statuts et règlements intérieurs parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas conformes à la réglementation. Vous avez par exemple pour la gestion d'une structure de cette taille-là, il doit avoir un manuel de procédure. Voilà, un manuel de procédure qui dit qui fait quoi, à quel moment on le fait, quelles sont les autorisations qu'il faut aborder, moyen de décaissement. Voilà. Et un manuel de procédure. Dans le cas de la MIPEMENET, on s'est rendu compte que ce sont des éléments qui ne sont pas, qui n'existent pas. Voilà. Déjà, le moyen de procédure est adossé sur une organigramme. Dans le cas de la MIPEMENET, on s'est rendu compte qu'il y avait, quand on a demandé l'organigramme, on avait plusieurs organigrammes. C'est-à-dire que chaque année, vous allez voir qu'il y a un organigramme pour 2020, il y a un organigramme pour 2020. Ça varie. Voilà. Donc, alors que le nom de procédure est adossé sur un organigramme. Donc, vous pouvez voir un organigramme où il y a des directions qui existent, mais en réalité, sur le terrain, les directions là, ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, il fallait faire un organigramme qui prend en compte toutes les directions qui existent en ce moment au sein de la mutuelle. Et sur la base de l'organisation, faire un situer des responsabilités, qu'on puisse savoir qui fait quoi, quelle question de l'obligation. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez voulu, en conclusion de votre rapport, imposer un directeur exécutif? C'est ça qui entre dans le cadre de la mise en surveillance? Oui, en fait, comme j'ai parlé du plan de redressement, il faut dire que sur les dirigeants de la mutuelle sont des enseignants. Donc, normalement, il doit avoir un minimum de formation pour gérer une mutuelle sociale. Mais, même si les dirigeants n'ont pas les prérequis pour gérer la mutuelle sociale, il y a une direction exécutive qui gère au quotidien la mutuelle sociale. Donc, celui qui gère au quotidien la mutuelle sociale doit avoir les prérequis pour le faire. Nous avons constaté que les signataires sur les comptes bancaires au niveau de la MIPEMENET sont des membres de l'administration. Ils sont tous membres de l'administration. C'est 2 signatures obligatoires. Il y a 3 signataires. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, bon, tous ceux qui sont dans le conseil d'administration peuvent ne pas forcément avoir un regard extérieur sur les dépenses qui sont effectuées. Donc, le conseil d'administration a est-ce que
celui qui gère au quotidien la mutuelle sociale, qui engage les dépenses, ne peut pas avoir un droit de regard sur les dépenses qui sont effectuées. C'est pour cela que nous disons que désormais les 2 signatures obligatoires sont obtenues, mais il faut que l'un des signataires soit le directeur exécutif. Comme ça, le directeur exécutif, il contrôle un peu la gestion du conseil d'administration. Et le conseil d'administration contrôle un peu la gestion du directeur exécutif. Le conseil d'administration ne peut rien faire sortir comme agent, le directeur exécutif ne peut rien faire sortir comme agent, sans que l'un ne peut faire sortir de l'argent sans l'accord de l'autre. Ok, donc c'est une mesure conservatoire. Ok, d'accord. Donc, mais maintenant, est-ce que ces 2 mesures-là ont été appliquées? Il faut dire que dans la procédure, quand un rapport est fait, il faut donner un droit de réponse à la structure qui est contrôlée. Nous avons fait un rapport provisoire, nous avons communiqué le rapport provisoire à la MIPEMENET et nous avons conduit de faire des observations sur le rapport. Maintenant, la suite de la procédure, c'était de les faire venir chez nous pour leur donner des conclusions du rapport et on leur a expliqué ce qui allait être mis en place, comme le plan de redressement que nous avons parlé. Au départ, ils étaient d'accord, ils ont compris qu'en réalité, les mesures qui sont prises par la gouvernement de l'éducation étaient pour protéger les mutualistes. C'est après que nous avons rencontré des difficultés dans l'application des mesures de l'agence de régulation. Voilà. Donc on a demandé qu'un nouveau directeur exécutif soit installé et que celui-ci puisse dérouler notre plan de redressement. Parce que dans notre vision des choses, la mauvaise gestion que nous avons constatée est du fait de certains dirigeants. Pour appliquer notre plan de redressement, il faut qu'il y ait un professionnel pour dérouler le plan de redressement. Donc, il fallait mettre quelqu'un qui a déjà dirigé une mutuelle sociale, qui a des connaissances dans le domaine de la mutualité sociale, pour pouvoir appliquer le plan de redressement. C'est dans ce sens-là que nous avons pris une mesure pour mettre un nouveau directeur exécutif. Mais les membres du conseil d'administration nous ont dit que le directeur exécutif actuel a été recruté par appel à candidature et qu'il serait très compétent. Pourquoi vouloir le changer forcément? C'est ce que j'ai dit. En fait, quand nous avons réalisé la mission de contrôle, nous nous sommes rendus compte que l'actuel directeur exécutif était DAF. Avant d'être directeur exécutif, il était déjà DAF dans la mutuelle sociale. Voilà. Nous avons parlé, par exemple, des états financiers, voilà, qui étaient faits selon le modèle CISPOR, alors qu'il y a un plan comptable spécifique pour la mutuelle sociale. Ça, c'est vrai. La mutuelle a l'obligation de déposer ses documents chaque année. Depuis 2019, la mutuelle nous n'avait pas déposé de documents. Depuis 2019, jusqu'à... C'est lors de la mission que nous avons pu avoir les documents. Et les documents n'étaient pas conformes. On a demandé que les documents conformes au modèle l'UEMOA. C'est après que nous ayons soulevé ces problèmes de conformité-là que le DAF nous a dit que lui ne savait pas qu'il y avait un plan comptable, la mutuelle sociale, tout ça. Donc il pensait que la mutuelle obéissait à ce modèle CISPOR. Voilà. Les états financiers que nous avons eu par la suite aussi comportaient les irrégularités. Donc nous nous sommes dit, celui qui a monté les états financiers, qui a produit les documents et qui les a apportés à l'agence de régulation, si il fait un travail qui fait que nous, on décède des irrégularités, est-ce qu'il faut le changer?
Parce qui ne maîtrisent pas. Déjà que les dirigeants, c'est-à-dire le conseil d'administration, ce sont des assassins. Ils ne maîtrisent pas forcément le domaine de mutualité. Donc celui qui gère au quotidien doit forcément être quelqu'un qui maîtrise le domaine de mutualité et qui a une expérience avérée pour pouvoir orienter, guider l'administration. C'est pour ça que c'était important pour nous que celui qui gère au quotidien soit quelqu'un qui maîtrise. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réussi à appliquer les décisions du contrôle. Non, il faut dire que à ce niveau-là, la DG a voulu que les sanctions soient graduelles. C'est-à-dire que nous sommes un organe de régulation, donc on doit suivre la procédure. La procédure suit son cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être pressé. On doit suivre les procédures et les délais qui sont conventionnels. Voilà. On ne peut pas se précipiter. D'accord. Mais sinon, vous irez jusqu'au bout des procédures. C'est obligé qu'on aille jusqu'au bout parce qu'il faut garantir un certain nombre de soins aux mutualistes. Il faut que leur argent soit bien géré. On ne peut pas calculer. On est obligé de faire en sorte que la mutuelle ait une bonne gestion. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que chacun est situé sur ce que c'est que l'AIRMS, le rôle qu'elle a joué dans cette affaire, où elle en est avec l'application de ces décisions. Voilà. Nous allons, à partir de tout ce qui a été dit, nous allons maintenant conclure. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu toutes les parties prenantes du dossier et certainement que vous êtes arrivés à vous faire vous-même une opinion à partir de tout ce qui a été dit. En conclusion, nous voulons relever deux choses. C'est le fait que dans cette affaire, il y a le problème de la gestion de la MIPE-MENETSI et l'emprisonnement de M. Aloba Ncho Antoine. Par rapport à la gestion de la MIPE-MENETSI, si nous nous appuyons sur les résultats du contrôle fait par l'AIRMS, nous pouvons dire qu'il y a un problème. Parce que aucune des parties n'a réfuté le fait qu'il y ait eu des irrégularités. C'est le traitement de la suite qui pose problème à chaque partie. Toujours est-il que nous, en tant que société civile, nous défendons les intérêts des populations et de tous ceux qui sont victimes d'abus et d'injustice. Ici, ce sont les membres de la mutuelle qui sont abusés, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas de gros salaires, qui se sont mis ensemble à travers cette mutuelle pour bénéficier de certaines prestations sociales. Il se trouve qu'il y a un problème dans la gestion de ces fonds. Et nous pensons objectivement que l'AIRMS, qui est une structure étatique, qui travaille donc selon les principes édictés par l'UEMOA, principes qui s'imposent à chaque pays de l'UEMOA, l'AIRMS a donc tiré les conclusions de ce rapport en prenant deux mesures. La première mesure, c'est de changer le directeur exécutif. La deuxième mesure, c'est de mettre en œuvre un plan de redressement. Nous pensons donc qu'il faut que ces mesures s'appliquent. Parce qu'il y a trop d'impunité dans notre pays. Et les exemples sont légion. Nous savons tous qu'on nous a informé de 500 milliards détournés au Conseil Café Cacao. On n'a pas vu de sanctions. Plus de 200 milliards détournés au fer. On n'a pas vu de sanctions. Et on peut continuer avec les exemples. Voilà encore une affaire où on n'a pas vu de sanctions, mais où
on propose des mesures conservatoires pour redresser, pour régulariser la gestion de la MIPEMENET-SI. Et nous ne comprenons pas qui a intérêt à ce que ces mesures-là ne puissent pas s'appliquer. Et comment le conseil d'administration de la MIPEMENET-SI peut s'opposer aux décisions de l'AIRMS alors que c'est de l'autorité, c'est dans les prérogatives de l'AIRMS de mettre en œuvre les mesures qu'elle a décidé de mettre en œuvre. Vous avez entendu, on avait entendu dans les témoignages que le nouveau directeur exécutif devait avoir lui seul toutes les signatures. L'AIRMS vient de nous dire que ce n'est pas vrai. On l'a désigné comme l'un des signateurs pour poursuivre la mission de surveillance le temps que la gestion devienne régulière. Nous n'avons aucun problème avec les personnes. Nous avons le devoir de soutenir les principes. Et par rapport aux principes de bonne gestion, la logique voudrait que les mesures édictées par l'AIRMS soient appliquées dans l'intérêt de la bonne gestion de cette mutuelle. Donc, nous revenons sur deux questions. Sur quoi s'appuient les membres du conseil d'administration actuel pour s'opposer de façon si frontale à l'AIRMS? Est-ce qu'il y a des mains obscures qui ont intérêt à ce que la gestion se poursuive comme elle est décriée? Ça, c'est le premier volet. Par rapport à l'arrestation de M. Aloba Ncho Antoine, une arrestation qui, en tout cas selon le délit qui a été édicté, n'a rien à voir directement avec le premier problème dont nous venons de parler, puisqu'il est accusé de diffamation par le biais d'un système d'information. Ce que nous voulons préciser, c'est que M. Aloba était sous contrôle judiciaire avant que, et dans ce contrôle judiciaire, il lui était interdit de se répandre sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un a fait une publication sur Facebook qui faisait mention d'informations détenues en principe par M. Aloba. Et sur la publication, il paraît qu'il était écrit « C'est moi Aloba ». Mais en réalité, ce n'est pas le compte de Aloba, c'est une conversation qui a été publiée en fait. Donc, ce n'est pas une publication directe. 1. Aloba n'a pas publié cela de son propre compte. 2. La personne qui a fait la publication est venue devant le juge du 7e cabinet pour reconnaître que c'est elle qui a fait la publication. Malgré cela, M. Aloba a été emprisonné le mercredi 21 juin 2023. Cela nous emmène aussi à nous poser des questions. Qui a intérêt à ce que M. Aloba soit maintenu en détention? Et pourquoi est-ce qu'on le maintient en détention de façon arbitraire, puisque selon nos lois ici en Côte d'Ivoire, on n'emprisonne pas quelqu'un pour diffamation, on lui donne une amende. Donc il n'y a pas de détention préventive pour une diffamation. C'est pour ça que nous disons que cette arrestation est arbitraire et nous voulons profiter de cette occasion pour interpeller encore une fois notre justice sur les abus de pouvoir qui sont commis par ceux qui sont responsables de la justice en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons la libération de M. Aloba Ncho Antoine. Si tel est que son délit, c'est la diffamation par le système d'information, il ne devrait pas être emprisonné, on devait lui donner une amende. Mais la deuxième chose, c'est que celui-même qui a fait la publication reconnaît que c'est lui, mais M. Aloba est toujours maintenu là-bas et ce n'est pas normal. Pour finir, nous voulons interpeller la haute autorité de la bonne gouvernance pour qu'elle prenne ses responsabilités. Si elle n'est pas capable, depuis tout ce temps, on dénonce des détournements, des malversations et plein de choses, elle n'est pas capable de réagir pour prendre ses responsabilités. Ce n'est pas normal. Il faut que la haute autorité pour la bonne gouvernance fasse aussi son travail pour assainir
tout ce qui est gestion aussi dans notre pays. Nous voulons donc encourager l'AIRMS à aller jusqu'au bout de cette procédure dans l'intérêt des mutualistes, dans l'intérêt de la MIPE-MENETSI qui mérite de poursuivre ses prestations. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain Focus Citoyen. À bientôt.